saw it open up. Hello. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA. Vous l'avez sûrement remarqué en cliquant sur la vidéo ou même en lançant le podcast, il y a du changement. Parce que oui, la saison NBA est quelques semaines déjà, mais pour nous, c'est une toute nouvelle saison qui commence. C'est la 3e. Ça va faire plus de 2 ans maintenant que Time Out existe. Ça va faire plus de 2 ans là qu'on aborde chaque semaine toute l'actualité de la NBA. Je profite vraiment de cette émission pour vous remercier, là, vous qui nous depuis 2 ans, depuis 6 mois pour certains, depuis quelques émissions. Vraiment, merci beaucoup de nous donner de la force. Et puis pour tous les autres, pour tous les petits nouveaux, il n'est jamais trop tard pour se lancer dans le grand bain de la NBA. Nous, on est là pour ça avec toute l'équipe là de Time Out. On va tâcher vraiment au mieux de vous donner toutes les clés de compréhension pour comprendre justement la grande ligue et puis la NBA. Voilà, on n'a pas de studio encore, confinement et puis Covid oblige, on est toujours en train d'enregistrer ça depuis chez nous, mais on a quand même envie de vous proposer du contenu de qualité, donc vous inquiétez pas pour cette saison. Et puis je vous l'ai dit, c'est une nouvelle saison qui commence, vous l'avez vu, il y a des nouveaux visuels aussi, et puis c'est surtout l'occasion de vous présenter une nouvelle équipe, puisqu'on lance la 3e saison. Je me suis entouré des meilleurs, encore une fois, pour parler NBA cette année. Je vous vois sourire, les gars, mais oui, vous êtes les meilleurs. Je suis vraiment très content de vous avoir cette année là pour lancer cette nouvelle saison de Time Out. Je vais pas vous présenter, vous allez le faire vous-même, messieurs, Guillaume Poma, Théo Akar, Benjamin Foran. Les gars, merci beaucoup. On va peut-être commencer par toi, Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui nous écoutent pour la première fois ou pas, mais comment tu vas? Bonjour à tous les auditeurs. Alors, t'as dit qu'on était les meilleurs, c'est pas le cas sur le parquet en tout cas. Fan inconditionnel de Kobe, paix à son âme, fan des Lakers, objectif, sauf si on parle de Lonzo Ball, et de D'Angelo Russell aussi. Mis à part ça, j'aime suivre la NBA, surtout à travers les stats avancées, ça m'intéresse beaucoup. Toutes les mathématiques qui peuvent s'entourer de la NBA. Et sinon, j'aime en discuter sous tous ces aspects. Je pourrais jamais m'arrêter de parler quand on parle basket, mais bon, il va bien falloir que je laisse une place à mes camarades. On a un gros booster cette année, justement, avec toi là sur l'émission. Théo Akar, comment tu vas? Écoute, ça va. Tu peux te présenter justement à nos auditeurs. Très heureux d'être là et de pouvoir me présenter aux auditeurs. Donc moi, je suis un fan de Philly et de Ben Simmons, comme vous pouvez le voir derrière. Pour moi, il va devenir encore meilleur. Il va rouler sur la ligue. Attendez qu'il ait ne serait-ce qu'un shoot à mi-distance et vous serez tous calmés. Et puis, le pivot le plus dominant de la ligue est à Philly. Sam Hinkie est un prophète en son pays. Et puis voilà. Ola Jokic, c'est à Philly. C'est pas ce qui est écrit sur ta description sur Twitter. Ouais, je sais, malheureusement. Qu'on a fait là aujourd'hui. Là, il y a eu un petit désaccord sur Time Out. Mais c'est pas grave. Non, on va en parler tout au long de l'année, de toute façon, t'inquiète pas. Théo, et puis là, pour compléter cette émission, un nouveau aussi, du coup, Benjamin Foran. Benjamin, comment tu vas? Salut à toi. Salut à tous. Ça va, tranquille. Ça va. Moi, fan des Knicks, donc un peu compliqué ces temps-ci, mais bon, il y a toujours des choses à dire. Et voilà, un peu comme tout le monde, on suit l'actualité toujours. Après, moi, je suis aussi très penché sur l'histoire du basket, donc peut-être qu'on aura des moments dans la saison l'opportunité d'en parler. Mais sinon, voilà, très bon début de saison, ça va être cool. Et ouais, et puis big up à tous nos anciens chroniqueurs qui sont jamais très loin. Vous les retrouverez peut-être cette année. On pense à Samuel, à Antoine, à Léo, Manu aussi, Tonio. Voilà, les gars, on pense à vous. Et puis j'espère vous voir très vite. Alors vous l'avez compris, ça c'est qu'une partie de l'équipe de Time Out, de la nouvelle équipe de Time Out. La deuxième partie de l'équipe,
vous la retrouverez la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette émission. Et justement, ça me fait une jolie transition pour vous parler du programme de l'émission de ce soir. On va parler, et de la semaine prochaine aussi, on va parler du grand jeu des chaises musicales dans la NBA là, qui agite la ligue là, depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous suivez un peu sur Twitter, mais c'est un beau bordel entre tous les changements de coach, les assistants coach qui changent. Il y a pas mal de choses qui bougent. On va en parler de cette coach party. Il y a pas mal de nouveaux coachs, et quand je dis nouveaux, vous allez vite comprendre que c'est pas forcément des nouveaux coachs, c'est souvent les mêmes visages qui reviennent. Justement, on va en parler. Cette semaine, on va parler de 5 équipes. On va parler des Sixers, on va parler des Knicks pour faire plaisir à nos chroniqueurs, et puis on va parler aussi des Clippers, on va parler des Pelicans, on va parler des Bulls ce soir, et la semaine prochaine, on abordera 4 autres équipes. Voilà, messieurs, je vous rappelle quand même aussi, avant de lancer, promis après j'arrête, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, timeout-du8 on air, sur Insta, timeout NBA podcast, et puis sur Facebook aussi, sur YouTube, la chaîne YouTube Timeout on air. Je vous conseille d'aller vous abonner. Il y aura du contenu exclusif, il y a des visuels, il y aura pas mal de choses sur la chaîne YouTube. Voilà, avec toutes les coulisses de l'émission. Je pense qu'on a assez parlé. On va parler un petit peu basket maintenant, messieurs. J'espère que vous êtes prêts. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. On est parti pour 1 heure de timeout. Et on commence tout de suite cette nouvelle émission, cette première émission de la saison 3 sur la coach party, sur les mouvements qu'il y a un petit peu dans la ligue. On va commencer avec les Philadelphia Sixers. Avant de vous laisser la parole, petit récapitulatif, Brett Brown est parti. Il a été remplacé récemment là, par Doc Rivers, qui officiait juste avant ça aux Los Angeles Clippers. 58 ans le bonhomme, il n'a jamais réussi vraiment aux Clippers, hein, on ne va pas se le cacher, tout le temps au playoff, mais il se fait éliminer 6 fois au premier tour. C'est peu pour l'effectif que Doc Rivers avait. Il arrive cette fois-ci aux Sixers. Parmi les autres moves intéressants, je vous mets une petite fiche là sur YouTube si vous voulez. On peut noter les arrivées de Dave Joerger, qui était coach aux Kings avant ça, et puis surtout Daryl Morey, qui était le GM des Rockets et qui arrive cette fois-ci aux Sixers. Ça fait pas mal de changements un petit peu pour cette franchise. Théo, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur cette franchise des Sixers là? Ça a pas mal bougé. C'est quoi le projet avec cette arrivée là de Rivers et de Morey? Pour moi, le projet est le même qu'il était il y a 2 ans quand Philadelphia a beaucoup bougé et fait arriver notamment Jimmy Butler et Tobias Harris en trade la même année. Le projet aujourd'hui de Philadelphie, c'est le titre. Clairement, ils ont dit on a 2 superstars dans l'effectif, en Ben Simmons et Joel Embiid. Avec ces superstars-là, on veut aller chercher le titre. Maintenant, la construction d'effectifs d'année dernière d'Elton Brand, notamment les contrats de Tobias Harris et d'Al Horford, ont fait que cette équipe a manqué beaucoup de choses tactiquement. Cet effectif est mal construit. Et si je peux me permettre, il y a une autre arrivée que tu as oubliée, c'est celle de Peter Dinwiddie, notamment dans le staff des décisionnaires à Philadelphie, qui vient des Pacers et qui est réputé pour un travail sérieux et approfondi. Donc, qui peut lui aussi faire du bien et aider Daryl Morey et surtout aider Elton Brand à prendre des bonnes décisions, parce qu'on a vu que ce n'était pas sa spécialité ces dernières saisons. Donc voilà, Philly aujourd'hui veut clairement aller chercher le titre. Maintenant, on a tous vu l'année dernière ce qui a manqué à Philly. Déjà, tout le monde le sait, il a manqué d'énormément de shoot et de spacing à cette équipe. En playoff, ils se sont juste fait tuer par les Celtics, qui étaient mieux construits, qui ont bien joué leur série, qui ont fait ce qu'il fallait, bien coachés par Brad Stevens. Pardon. Donc, Philly, il manque plein de choses. Maintenant, ces arrivées-là sont aussi faites pour reconstruire cet effectif autour de Simmons et d'Embiid, le construire de façon plus logique et d'essayer d'aller chercher ce titre que Philly veut. Guillaume, j'ai vu que tu avais soulevé de titres toi pour Philly. Qu'est-ce que tu penses toi de cet effectif? La question qu'on se posait un petit peu, c'est est-ce que ces 2 arrivées
Dinwiddie aussi, hein, mais surtout le Doc Rivers, Daryl Morey. Est-ce que ça remet en cause le process dont on a longtemps parlé, vanté les mérites du côté des Philadelphia Sixers? Est-ce que ça remet un petit peu en cause cette arrivée avec ce process avec Simmons, avec Embiid? Pense-toi. Remettre en cause le process, je pense que ça a déjà été fait au moment où ils ont commencé par trade Covington contre Butler et trade Shamet contre Harris, par exemple. Je pense que le process a été arrêté à ce moment-là pour devenir une quête du titre. Et j'ai souri quand il a parlé de titre pour les Sixers parce que pour moi, ils sont très difficilement, enfin, ils sont coincés d'un point de vue financier en ce moment. Avec les contrats qu'ils ont signés l'été dernier, ça va être très compliqué de faire le ménage, même si Daryl Morey est capable de faire de bonnes choses. Ça va être très compliqué de faire le ménage. Et puis Doc Rivers n'a pas nécessairement non plus prouvé ces derniers temps qu'il était capable, avec un groupe, d'aller loin en playoff et surtout d'amener le mental, d'amener ce qui manque à une équipe, d'amener ce mental, cette chose qui fait qu'on gagne le match 7 contre les Raptors il y a 2 ans, par exemple, pour les Sixers. Et je ne suis pas sûr que Doc Rivers, sur le coach, pourra amener ça à une équipe. C'est une bonne transition, justement. Ben, toi, parlons un peu de Doc Rivers. Comment tu sens? C'est vrai qu'on en a parlé. Il a un peu beaucoup échoué quand même du côté des Clippers. Il n'était pas vanté pour ses qualités tactiques en tant que coach. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il peut amener, toi, du côté des Sixers? Est-ce que c'était le bon coach? Est-ce que c'était le bon fit pour cette franchise-là? Bah, je sais pas si c'était le bon coach parce que bah, Rivers, c'est ceux qu'on appelle les meneurs d'hommes, c'est pas les coachs tactiques. Mais en fait, le truc avec les meneurs d'hommes, c'est faut que ça fonctionne, faut qu'il y ait un déclic avec son effectif. Et ça s'est pas passé avec les Clippers. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi tout ce qui est Beverley, Harrell et tout ne s'entendait pas avec Doc Rivers parce qu'il laissait trop de l'est à Kawhi et Paul George, entre autres. Donc en fait, il faut juste voir si ça va cliquer avec bah, surtout Embiid et Simmons. C'est les plus importants. Il faut que ça clique et il faut qu'il y ait une bonne entente. Si la mayonnaise prend, moi je pense qu'il n'y a aucune raison pour que ça aille loin. Enfin, aucune raison pour que ça n'aille pas loin, pardon. Parce que quand même, la voie est assez ouverte à l'Est, moins bouchée qu'à l'Ouest en tout cas, et avec un effectif, avec quand même si c'est pas forcément hyper bien construit, il y a quand même suffisamment de talent pour inquiéter pas mal de monde, quoi. Enfin, sur le papier, il y a Horford qui était un All-Star. Il y a, comment il s'appelle, les deux stars qui sont All-Star indiscutables, donc Simons et Embiid. Il y a Harris qui a tutoyé quasiment le niveau All-Star pendant 1, 2, 3 saisons, surtout qu'il n'a pas été parce qu'il a été à l'Ouest pendant pas mal de temps. Donc pour moi, il y a quelque chose à faire et avec Rivers, ça peut potentiellement le faire si la mayonnaise prend. Mais le souci, c'est qu'il ne va pas pouvoir s'appuyer sur ses bases tactiques parce qu'il n'en a pas énormément, quoi. Donc c'est soit ça clique au niveau du personnel, au niveau vraiment humain avec les joueurs, soit ça clique pas et ça va devenir d'un coup plus compliqué, quoi. Hum, Théo, toi, vu que tu connais un petit peu bien cette franchise, même aussi, quel temps là de Rivers et surtout comment ça va se passer avec les deux stars, on en a parlé, Embiid, Simmons. C'est quoi un peu le futur pour eux? Tu penses qu'ils vont rester? Tu penses que ils vont s'en aller? Est-ce qu'ils vont être la pierre angulaire, refaire un nouveau process pour relancer un projet encore? Comment tu le sens toi cette construction avec Rivers? Bah, en fait, il y a pas mal d'insiders américains qui ont souligné le fait que Doc Rivers, quand il a signé son contrat, il s'est vu garantir le fait qu'il allait pouvoir entraîner et Simmons et Embiid ensemble. Donc je pense que c'était un souhait de Doc Rivers. Et notamment, ce qui est intéressant dans la construction aujourd'hui de Philadelphie, c'est aussi les assistants coachs, notamment l'arrivée de Dave Joerger, qui, lors de ses dernières années en tant que head coach NBA aux Kings, a pu proposer un jeu offensif très, très plaisant à regarder, notamment la première année, l'année rookie d'Aaron Fox, etc., la belle année des Kings qui se finit à 2 doigts des playoffs. C'était Dave Joerger le coach à ce moment-là. C'était juste avant l'arrivée de Luke Walton. Et notamment, Dave Joerger peut amener cette patte-là. Et après, il y a effectivement les contrats qui pèsent énormément aujourd'hui dans la masse salariale des Sixers, qui sont ceux de Tobias Harris et d'Al Horford. Tobias Harris est à plus de 30 millions l'année, Al Horford vient de finir une année où il a touché 27 millions. Donc c'est énorme. Les deux joueurs sont pratiquement à 60 millions ensemble. C'est beaucoup trop pour des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas eu l'apport voulu
par les Sixers et qui, dans la NBA moderne, ne peuvent pas jouer avec Simmons et avec Embiid dans une même line-up. Donc, c'est le problème. Maintenant, les Sixers, va falloir s'attendre à du mouvement. L'arrivée de Daryl Morey, notamment. Daryl Morey, on a toujours vu dans sa carrière NBA, notamment, le temps qu'il vient de passer à Houston. Il n'hésite pas et il n'hésitera pas à faire des trades pour mieux construire cet effectif, pour qu'il soit mieux construit et qu'il permette à Doc Rivers d'aller chercher plus loin. Maintenant, Doc Rivers, à une époque, il a prouvé qu'il avait été capable d'aller chercher un titre en 2008 avec les Celtics. Derrière, il y a eu les Clippers, et les Clippers, c'est vrai que ça n'a jamais vraiment matché, que ce soit l'époque Lob City avec Chris Paul et Blake Griffin, ou que ce soit l'époque Kawhi et Paul George. La seule belle série de playoffs qui est faite de Doc Rivers avec les Clippers, c'est il y a 2 ans, quand ils battent contre les Warriors au premier tour, avec une équipe de col bleu, Patrick Beverley, Lou Williams, etc., qui était à peu près la même équipe que l'année dernière, mais avec Gallinari notamment, avec Shamet, etc. À part cet effectif-là, où il a pu le sublimer pour gagner 2 matchs face aux Warriors au premier tour de playoff, il n'a jamais réussi aux Clippers, d'après moi. Donc, c'est vrai que Doc Rivers, il y a ce doute sur, en playoff, est-ce qu'il va être capable d'emmener Philadelphie plus loin que ce qu'a fait Brett Brown. Ça te plaît, toi, quand même, cette. Là, je te parle un peu c'est en tant que fan aussi. Hein, est-ce que ces 2 arrivées, et puis, voilà, est-ce que toi, ça t'émoustille un petit peu, quand même, ou pas? Alors, l'arrivée de Doc Rivers sur le papier, au début, j'étais vraiment, vraiment pas convaincu. Parce que, en fait, pour moi, l'arrivée de Doc Rivers, on a ajouté à une équipe à qui il manquait un plan de jeu clair, un entraîneur qui, comme l'a très bien dit Benjamin, n'est pas connu pour son sens tactique et plus connu pour son côté meneur d'homme. Donc au début, je me suis dit, oui, c'est très bien. Embiid, peut-être qu'il va arrêter de parler et commencer à vraiment jouer au basket et à nous pondre une saison MVP comme les fans des Sixers l'attendent depuis 2 ans. Il ne l'a toujours pas fait, il fait que parler pour l'instant, il se bagarre avec Karl Anthony Towns, c'est très bien, ça fait rire tout le monde. Maintenant, on attend un vrai niveau de sa part et qu'il aille peut-être chercher au moins un top 5 MVP parce que c'est un joueur qui a ce calibre-là. Maintenant, Doc Rivers, il va manquer tactiquement, je pense, quelque chose à ces Sixers-là. Après, à voir comment l'effectif est reconstruit, forcément. Mais pour moi, Doc Rivers, je n'étais pas convaincu. Maintenant, l'arrivée de Daryl Morey, au contraire, m'a énormément convaincu parce que je pense que c'est ce genre de décisionnaire qui peut changer les choses dans une franchise et dans le bon sens du terme, améliorer vraiment la franchise. Et je pense que Daryl Morey va faire énormément de bien aujourd'hui à Philadelphie parce qu'il va apporter tout ce qui manque et notamment sa connaissance du basket, par exemple à Elton Brand qui a fait énormément de mauvais choix depuis son arrivée. Juste pour ajouter, moi je suis d'accord avec Théo sur l'aspect, surtout sur l'aspect il a abordé avec les Celtics, c'est-à-dire que les Celtics, quand ils ont gagné, beaucoup aujourd'hui en parlent comme étant surtout aussi une victoire de Thibodeau qui était assistant coach à ce moment-là. Et donc, comment dire, on peut faire le parallèle un peu avec aujourd'hui. On dit là où les Sixers ont le souci, c'est offensif. Et le fait d'avoir mis Jörger en assistant, qui est réputé pour être un très bon tacticien offensif, peut faire un peu ce parallèle où comment Doc Rivers s'occupera des hommes et Jörger s'occupera du plan de jeu tactique offensif. Ça peut potentiellement fonctionner. Après, est-ce que ça va le faire? Ça, c'est une autre question. Puis on voit là dans les. Ouais, Guillaume, pardon. Jörger, offensivement, il a surtout fait ce que les Kings devaient faire depuis un bout de temps, c'était se mettre à courir et faire courir Buddy Hield derrière des écrans partout en attaque. Il a prouvé qu'il était bon d'un point de vue tactique, mais il n'a pas non plus montré des prouesses. Et par rapport à ce que tu disais, pour revenir là, au titre des Celtics, pour moi, Doc Rivers, il doit son succès en partie parce qu'il a eu 2 meneurs qui sont dans les plus intelligents sans doute de l'histoire, en Rondo et Chris Paul. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé tactiquement d'avoir ces 2 joueurs sous son aile. Et c'est là où il a rencontré le plus de succès avec Chris Paul et Rondo. Et du coup, j'ai bien envie de voir si Ben Simmons est capable de passer un cap d'un point de vue de son intelligence de jeu, de sa vision de jeu encore, et est capable de prendre la suite de ses meneurs sous Doc Rivers. C'est vrai que. Non, vas-y Théo, t'inquiète. Ouais, là où je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai qu'il a eu la plupart du temps de sa carrière, en tout cas Doc Rivers en tant que head coach, des grands meneurs. Maintenant, il y a aussi une question qui se pose à Philadelphie depuis les récents échecs, c'est est-ce que Ben Simmons est vraiment un meneur? Il y a une question de repositionnement aussi qui se passe, où c'est possible que Ben Simmons soit replacé au poste d'ailier ou d'ailier fort malgré son manque de shoot. Et c'est pour ça que notamment dans certaines rumeurs, on a vu la possible arrivée de Chris Paul, notamment à Philadelphie, où ça en parle beaucoup. Maintenant, il va falloir trouver le montage financier pour faire arriver Chris Paul à Philadelphie. Mais c'est là où ça va être intéressant aussi de voir Daryl Morey
quelle va être sa conception de l'effectif avec Doc Rivers dans leur discussion. Est-ce qu'il considère Ben Simmons comme le meneur de cette équipe de Philadelphie, ou est-ce que ce sera plus un poste 3-4, et dans ce cas-là, quel meneur va pouvoir prendre cette équipe en main, en fait, et essayer de la faire fonctionner. Et justement, j'allais te lancer, Benjamin, pour conclure quand même sur ces Sixers, pour parler c'est justement cette flexibilité qu'ils vont pouvoir avoir. On parle beaucoup des contrats de salaire, etc. Comment ça se passe? Je sais que tu as préparé un petit peu sur les Sixers en termes de cap space, voilà, de l'argent qu'ils vont pouvoir dépenser ou pas. Comment ça se passe un peu pour les Sixers? Alors, au niveau financier, sans prendre en compte les trades possibles, ça va être très très compliqué parce qu'ils ont quand même là déjà bouclé quasiment tout l'effectif. Donc, il y a donc là ceux qui sont les 5 plus gros contrats, donc Harris, Horford, Embiid, Richardson et Simons qui sont déjà bouclés pour cette année. En plus de ça, il y a Mike Scott, Korkmaz, Thibault, Shake Milton qui sont déjà aussi signés. Donc là, pour l'intersaison 6, ça va être assez complexe, à part s'il y a bien sûr des trades, mais bon, ça, on peut pas prévoir. Et en plus de ça, l'été 2021, c'est déjà quasiment la même chose, parce qu'à part Richardson, ils sont tous sous contrat. Il y aura Richardson qui sera sous player option, mais sinon, ils sont déjà tous sous contrat. Pardon. Donc, au niveau du cap space, ils en ont déjà quasiment plus. Enfin, de ce que j'ai noté, j'ai vu qu'ils avaient déjà quasiment entre 140 et 150 de garantie, sachant que les prévisions sont à 132 millions de cap space. Donc, ils sont déjà à environ 15 millions au-dessus dans la taxe, quoi, dans la luxury tax, pardon. Donc c'est déjà assez complexe. Par contre, ils ont pas mal de pics de draft, surtout au second tour. Donc, ils en ont 4 au second tour et un au premier tour. Donc, le 21 et après, ceux du second tour, je ne vais pas vous les donner, mais voilà. Et donc, peut-être, il y aura peut-être un montage avec ces pics qui pourraient être faits. On verra. Après, ça reste des seconds tours. Ce n'est pas ultra coté. Mais on ne sait jamais, pour récupérer peut-être un catch and shooter 2-3 qui fait le travail, ça peut être utile. Et on suivra ça, bien évidemment, du côté des Sixers. Effectivement, le fait qu'ils aient autant de contrats garantis, ça les bloque un petit peu, hein, sur les possibilités là, à venir j'allais dire cet été, mais même pas, parce qu'il n'y a plus d'été maintenant pour la free agency et pour la période des trades. Mais on va voir un petit peu comment ça se passe sur les Sixers. En tout cas, voilà, des grandes arrivées, en tout cas, un peu ronflantes. Toutes les pièces sont dans leurs mains pour les Sixers pour que ça marche. On espère pour eux que ça va les aider à franchir cette étape qui leur manque là depuis le début du process, justement à l'arrivée d'Embiid, de Simons. On suivra ça. Messieurs, je vous propose quand même d'enchaîner. On a pas mal d'autres franchises à voir dans l'émission ce soir et on va parler d'une autre franchise assez clivante. On en parlait en off de ces franchises qui font couler beaucoup d'encre et dont on aime bien parler. Après les Sixers, on va rester à l'Est et puis on va parler des New York Knicks tout de suite pour cette deuxième partie de l'émission. On enchaîne tout de suite cette deuxième partie de avec les New York Knicks. Comme je vous le disais, franchise qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de choses à dire du côté des Knicks. Alors, pour résumer un petit peu leur été, ou pas d'ailleurs, mais il y a un nouveau coach qui est arrivé, Tom Thibodeau, qui était avant du côté de Minnesota. Mike Miller est parti, d'ailleurs. Voilà, c'est le deuxième coach, c'est le troisième coach en un an pour les Knicks qui relance encore une nouvelle fois un nouveau cycle. On espère que du côté des Knicks que celui-là va marcher. Je me tourne vers toi peut-être, Benjamin. On sait que c'est ta franchise de cœur quand même. Les Knicks, qu'est-ce que tu en attends et comment tu vois, enfin de quel œil tu vois cette arrivée de Tom Thibodeau sur le banc des Knicks? Alors moi, c'est un peu comme Théo quand il parlait de Doc Rivers. Au début, je n'étais pas
trop convaincu. Et au fur et à mesure, j'ai réfléchi, j'ai regardé un peu, j'ai lu ce qui avait été dit. Et au final, je suis pas si peu emballé que ça. Je trouve que c'est peut-être une bonne option parce que ça fait longtemps que New York n'a pas eu un coach assez référencé. Parce que Fitzdale, il avait fait une saison correcte. Miller, c'était comment dire, un assistant. Hornacek, bon, voilà, on a tous notre avis, je pense, dessus. Donc là, il y a enfin un coach qui a réussi quand même des bonnes choses, surtout avec Chicago. Il a ramené Minnesota en playoff, même si Butler a beaucoup aidé. Il est quand même allé en playoff avec Minnesota. Et moi, ce que je pense qu'il peut apporter, qui manquait beaucoup à New York, c'est de la stabilité sur les rotations. À New York, c'était vraiment n'importe quoi les rotations. Il y a des joueurs qui jouaient 30 minutes un match, qui étaient DNP le match suivant, qui ensuite jouaient 35, etc. C'était assez compliqué. Enfin, j'ai noté que l'année dernière, à New York, il n'y avait que 3 joueurs qui jouaient plus de 30 minutes par match et aucun qui dépassait les 32 minutes. Alors que j'ai comparé avec, par exemple, la dernière saison de Thibodeau à Minnesota. Lui, il avait 5 joueurs à plus de 30 minutes, dont 4 à plus de 32. Donc, on peut voir ça de 2 points de vue. Soit il force trop sur ses joueurs, soit au contraire, il installe un groupe assez stable qui sait le lendemain s'il joue ou pas. Et au moins les joueurs sont fixés, quoi. Parce que je pense, psychologiquement, quand tu passes de 25 minutes à zéro sans vraies explications du jour au lendemain, ça doit être assez complexe à vivre, quoi. Donc, moi, j'attends quelque chose plutôt une stabilité dans les rotations, quoi. Ce qui peut être pas mal. Mais j'apprécie ton positivisme sur les rotations de Tom Thibodeau. C'est vrai qu'il a été, pour ceux qui le découvrent, il a été souvent critiqué justement pour ses rotations, pour se forger un noyau dur et de ne pas donner sa chance à tout le monde. Ça va peut-être aider les Knicks à voir. Je vous mets encore un petit visuel, un petit récapitulatif. Parmi les autres arrivées, on peut noter notamment l'arrivée au Knicks j'ai son nom qui est juste là, de Kenny Payne qui était avant assistant à la fac de Kentucky. Ça va peut-être leur permettre d'aller chercher des joueurs de Kentucky à la draft. Il va pouvoir retrouver aussi des anciens joueurs qu'il a eu, notamment Julius Randle, notamment Kevin Knox, qu'il a eu du côté de Kentucky. La question que je vais te poser, Guillaume, t'es peut-être pas un spécialiste des Knicks, mais on le voit quand même en tant qu'observateur de la NBA. Est-ce que le problème des Knicks, là il y a un changement de coach, mais est-ce que le problème il n'est pas beaucoup plus structurel avec avec tout ce qu'on connaît des Knicks, avec James Dolan, le propriétaire, qui, qui est assez controversé. Scott Perry, son travail est assez difficile aussi. Est-ce que le problème n'est pas plus trop structurel du côté des Knicks plutôt que juste le coach qui s'enchaîne là du côté de New York? Ça fait 20 ans que le problème est structurel déjà du côté des Knicks, je pense, voire même plus, donc ça change pas grand-chose. Enfin, je vais pas dire fire Dolan parce que ça sert à quoi? Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Il n'y a que lui qui n'a pas envie de partir. Le problème, il doit sans doute être plus haut que le coach. Après, je pense que Thibodeau n'est pas un mauvais choix parce que les jeunes des Knicks avaient vraiment besoin de structure, comme l'a dit Ben. Quand on voit que Nikina joue 25 minutes, puis 0, puis 25, puis 0, et il y a Peyton, des fois il est à côté de lui, des fois il joue pas une seule minute avec lui, et qu'à chaque match ça change. Enfin, on comprend pourquoi Fisdale a été viré et on comprend ce qui n'allait pas dans le groupe. Puisque s'ajuster, c'est bien pour une équipe qui essaie de gagner des matchs, mais les Knicks, ils cherchaient même pas à gagner des matchs. Alors autant essayer de donner les mêmes minutes aux jeunes pour qu'ils s'habituent, qu'ils prennent leur marque. Et ça, Thibodeau va aider pour ça. Après, à part ça, est-ce que oui, le problème est plus profond? Après, est-ce que les Knicks, là, dernièrement, ont montré un bon signe? C'est qu'ils ont dit qu'ils étaient prêts à récupérer des mauvais contrats pour récupérer des assets, pour récupérer des jeunes, pour récupérer des pics de draft, des choses intéressantes à l'avenir. La dernière fois que j'ai entendu les Knicks dire quelque chose d'intelligent comme ça devait remonter avant ma naissance. Donc ça change un petit peu. On a l'impression que sur les dernières déclarations, il n'allait pas aller chercher à mettre 27 millions sur la table à Van Vliet, mais plutôt chercher à récupérer un meneur avec un contrat mauvais contre la blinde de contrats finissants qu'ils ont en ce moment, avec toutes les team options qu'ils avaient mis à Taj Gibson, Bobby Portis, Julius Randle. Je n'ai pas toute la liste, mais je sais qu'il y a beaucoup de contrats finissants côté Knicks. Et donc, je pense qu'ils peuvent réussir à peut-être faire quelque chose qui a du sens cet été.
ça n'aura pas grand rapport avec Thibodeau, je pense. Je pense que Thibodeau est juste là parce que c'est un nom et parce qu'on sait qu'il va apporter une certaine structure à la jeunesse. Je pense pas que Thibodeau soit là du tout parce qu'il est intéressé par le projet en lui-même ou par l'effectif qu'il y a, parce qu'il sait très bien que ça va bouger dans tous les cas en 2021. Mais je pense que les Knicks ont de quoi faire des choses intelligentes cet été parce qu'ils n'ont pas la pression de signer un gros joueur, vu qu'il n'y en a pas sur la free agency aussi. Je pense qu'ils peuvent faire des décisions pas trop bêtes cet été et peut-être qu'ils seraient sur la bonne voie. On Je sais rappelle pas. hein, Thibodeau qui a signé un contrat de 5 ans là, du côté de New York. Théo, toi, justement, à l'arrivée de Tom Thibodeau, parce qu'on parle des coachs, comment tu le sens surtout à quoi on peut s'attendre du côté de New York. Alors, on a bien compris, euh, en termes de rotation, ça devrait être serré, ça devrait permettre à certains jeunes du côté de New York, on pense à notre Franck Nilikina qui devrait, on l'espère, jouer un peu plus. En termes de jeu, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec Thibodeau? On a beaucoup parlé entre nous de son aspect défensif sur le jeu. Est-ce que les Knicks vont devenir une référence défensive dans la ligue? Est-ce qu'ils ont les moyens aussi de le faire? Alors, honnêtement, je pense que vraiment Tom Thibodeau va essayer d'axer son jeu sur l'aspect défensif. Maintenant, les Knicks ne deviendront clairement pas une référence défensive quand tu vois l'effectif qu'il y a à disposition. Honnêtement, je suis pas loin de penser que Franck Ntilikina est quand même le meilleur défenseur de cette équipe. Et donc, c'est pour te dire la possibilité défensive de cette équipe. Maintenant, je pense que j'espère en tout cas que Tom Thibodeau va essayer d'axer vraiment sa politique sur le développement des jeunes comme il a pu le faire. Et notamment, je m'attends à voir RJ Barrett avec beaucoup la balle en main. Parce qu'on avait vu à Duke que c'était plutôt un bon créateur, qu'il était capable de faire des bonnes choses avec la balle en main et avec un pivot comme Mitchell Robinson, de pouvoir créer notamment sur pick and roll. Je pense que les deux peuvent très bien s'entendre et très bien fonctionner ensemble si RJ Barrett a plus la balle en main. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Thibodeau, c'est la manière qu'il peut avoir de développer les jeunes. Avant, quand Thibodeau est arrivé aux Bulls et qu'il a eu Butler dans son effectif, il lui a vraiment fait passer un cap. C'est que Butler, à son arrivée en NBA, il est pick 30 en fin de premier tour. C'est juste un défenseur assez solide, mais vraiment, même pas un free and D, loin de là. C'est juste un défenseur plutôt solide, assez athlétique. Et Thibodeau lui a vraiment fait passer un cap. Et j'ose espérer que Thibodeau va continuer dans ce fonctionnement-là avec les joueurs qu'il a à sa disposition, à voir lesquels vont rester. Je pense que RJ Barrett va rester et qu'il est la pierre angulaire du projet Knicks tel qu'il est aujourd'hui, si on peut dire qu'il y a un projet Knicks. Mais je pense qu'RJ Barrett, il compte sur lui et j'attends vraiment de voir la deuxième année d'RJ Barrett dans la ligue parce que je pense qu'il peut faire très très mal si le jeu est construit autour de lui et notamment avec Mitchell Robinson en attaque. Bon, on va voir ça. Le projet des Knicks, Benjamin, pareil, tu as préparé euh, un petit récap pour voir un peu comment ça va se passer en termes de flexibilité là, pour les Knicks, en termes de contrats, en termes d'argent, de masse salariale, en termes d'assets pour la draft. Comment ça va se passer Ouais, euh, en fait, pour les New York Knicks? les Knicks, l'année passée, au moment de la Free Agency 2019, ils sont pas mal projetés pour 2021. Donc, quand ils se sont rendus compte que toutes les grosses stars leur étaient passées entre les mains, ils se sont dit, bah, on se repositionne directement pour 2021. Donc, tous les contrats qui sont signés sont en majeure partie pour 2021. Donc là, ils ont déjà 100 millions de cap déjà investis. Donc, ça reste, il y a quand même une petite marge d'environ une trentaine de millions pour faire quelques mouvements, ce qui est quand même non négligeable. Mais je pense que, je n'ai pas regardé en détail, mais je crois que 2021, il y aura peut-être, là, il y a déjà 20 ou 30 millions d'investis, quoi. Donc, il y a vraiment de quoi refaire tout un effectif. Mais ce qui est aussi important, c'est la draft, comme tous les ans avec New York. Donc, là, cette année, ils ont le pick 8. D'après les sites spécialisés, ils se pencheraient sûrement sur Isaac Okoro. Alors, je ne vais pas faire l'expert universitaire, mais ça a l'air d'être un poste 2-3 plutôt à profil défensif, ce qui rentrerait pas mal dans le moule Thibodeau, qui pourrait partir potentiellement avec un 5, je ne sais pas, Franck, Barrett, imaginons Okoro et Robinson en 5. Ça fait quand même assez athlétique et assez potentiellement attrayant défensivement. Donc voilà, il y a ça et un second pick en fin de premier tour qui là est assez flou sur les joueurs qui seraient sélectionnés, sur les joueurs qui seraient sélectionnés.
Et ben, on va suivre ça encore une fois, ça bouge pas mal là ça va pas mal bouger, je pense, pour toutes les franchises. Et puis, on suivra ça. C'est vrai que le projet, pourquoi pas assez excitant, avec pas mal de jeunes du côté de New York. S'ils arrivent à bien se développer, ça peut le faire entre Frank Ntilikina, R.J. Barrett. On a parlé de Robinson qui a 23 ans, même pas, je crois, 22, 23. On est sur un pic de draft en 8. Je pense qu'il y a un effectif assez jeune du côté de New York. Pourquoi pas, pour aller peut-être titiller les voisins des Nets, du coup, qui partiront cette fois-ci favoris pour le cœur de New York et la saison prochaine avec KD, avec Kyrie. J'en parlerai pas ce soir, messieurs, vous inquiétez pas, on regarde ça pour la semaine prochaine. Si vous le voulez bien, on va enchaîner tout de suite avec les autres franchises. Il nous en reste encore 3 à traiter dans l'émission. On va partir cette fois-ci de l'autre côté des États-Unis sur une autre franchise assez hype et dont on a un petit peu parlé ce soir avec leur ancien coach. On va parler tout de suite des Los Angeles Clippers. Et on va parler des Angeles Clippers dans cette troisième partie d'émission, là, sur cette coach partie. On a parlé des Knicks, on a parlé des Sixers. Parlons des Clippers qui ont nommé Tyronn Lue à la place de Doc Rivers, qui donc est parti à Philadelphie. Tyronn Lue, que dire sur ce coach qui est pareil, un petit peu décrié parfois. Il a ses admirateurs, en même temps, il a ses détracteurs. Tyronn Lue, c'est 3 finales de NBA, un titre avec Cleveland, que certains mettent sur le dos de LeBron James uniquement. Tyronn Lue, il est plus connu comme étant un coach meneur d'hommes aussi. Il était assistant de Doc Rivers depuis la saison dernière. Il a été nommé coach principal là, des Clippers. Alors, Ty Lue, je ne sais pas, est-ce que Guillaume, pour toi, vraiment, c'est la première question, c'est est-ce que c'est vraiment une plus-value par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport à Doc Rivers est-ce qu'on est sur un petit upgrade du côté des Clippers? Bizarrement, j'ai envie de dire oui. Déjà parce qu'il y avait besoin d'un changement après ce qu'on a vu pendant les playoffs. C'est le plus important, c'est que par rapport à garder Doc Rivers, oui, c'est une upgrade. Est-ce qu'il y avait de meilleurs coachs à obtenir? Ça, je ne sais pas, et l'avenir nous le dira sans doute. Parce que pour moi, Tyronn Lue est capable d'être plus intelligent dans ses choix, surtout offensifs, je trouve, que Doc Rivers. En défense, je suis bien moins convaincu, mais en attaque, il a quand même montré des choses au Cavs, comme mettre Kevin Love pivot pour le spacing, arrêter de mettre Mozgov et Tristan Thompson à côté à l'époque, ça n'avait aucun sens de faire ça, mais il a arrêté de le faire vite. Comparer ça à Doc Rivers qui mettait Montrezl contre les Nuggets alors qu'il se faisait bouffer à chaque action, c'est peut-être une décision que Tyronn Lue n'aurait pas faite, donc ça me donne un peu d'espoir. Après, je pense qu'une équipe qui n'a pas de meneur de jeu comme les Clippers le sont actuellement, ça me gêne quand même dans tous les cas. Donc on verra ce qu'ils feront sur la free agency, mais ils ont besoin d'un meneur de jeu quelque part dans l'équipe pour aider Tyronn Lue ou pour aider n'importe quel coach sur le terrain dans tous les cas. Les Clips hein, qui ont toujours les 2 superstars de grandes superstars hein, qui ont toujours sous contrat Kawhi Leonard et Paul George. Les gars, Théo, toi, comment tu le vois cette arrivée là de Ty Lue sur le banc des Clippers? Est-ce que c'est un upgrade? Est-ce qu'il va réussir pour toi là où Rivers a échoué, c'est-à-dire à passer les demi-finales de conférence à l'Ouest? On sait que c'est difficile, mais c'est un peu l'objectif pour cette équipe. Revendiquer la meilleure équipe de Los Angeles en plus l'année dernière. Pour toi, ça va le faire là, Tyronn Lue? Alors, je suis moins convaincu tactiquement que l'est Guillaume. Pour moi, tactiquement, ça se vaut à peu près avec Doc Rivers. Chacun a ses qualités, mais ça reste 2 entraîneurs que je trouve tactiquement assez faibles. Maintenant, je trouve que Tyronn Lue peut apporter plus à cet effectif, notamment un vrai lien entre les superstars et les role-players. Parce que notamment les rumeurs qui sont arrivées sur Patrick Beverley, etc., qui n'ont pas aimé la façon dont est traité Kawhi et Paul George, je pense que Tyronn Lue, ça n'arrivera pas, ce genre de rumeurs-là. Maintenant, on verra ça. Mais Tyronn Lue, c'est quand même, je pense qu'on critique souvent son aspect tactique. Maintenant, il ne faut pas oublier que
si les Cavs ont pu gagner le titre en 2016, c'est parce que aussi Tyronn Lue a su garder un effectif motivé, concentré, ensemble, pour pouvoir créer cet upset et blow ce 3-1 lead. Donc, Tyronn Lue, pour moi, oui, ça va être une upgrade dans la façon de gestion d'effectifs, etc. Et je suis moins d'accord sur le meneur parce qu'on a vu que Kawhi, notamment, était capable de prendre les choses en main, balle en main, de créer aussi pour les autres. Il ne créait plus que pour lui, il créait pour les autres. Plusieurs fois, il a atteint les 10 passes par match, etc. Je pense qu'il est capable de prendre ce rôle balle en main, même si c'est sûr que ce ne sera pas LeBron. Ça reste pas un créateur pour les autres qui fait partie de l'élite, mais je pense qu'il s'est vraiment amélioré sur ce jeu-là, donc je pense qu'il peut vraiment beaucoup aider les Tyronn Lue tactiquement. Maintenant, je pense qu'il y a un problème de fond dans cet effectif. Il manque d'un leader vocal. C'est que j'adore Kawhi Leonard en tant que joueur. Maintenant, il manque ce côté vocal, cette prise de parole, comme LeBron a pu le faire, comme plein de joueurs ont pu le faire. Il n'y a pas que LeBron qui l'a fait, comme plein de joueurs ont pu le faire dans le passé, comme Curry est capable de le faire aux Warriors, d'un moment, de prendre les décisions, de venir devant l'effectif et de dire, bon les gars, on ne peut pas faire comme ça. Et ça, pour moi, c'est là où il manque quelqu'un aux Clippers, parce que Patrick Beverley, il aboie un peu dans le vide, et les deux superstars, c'est pas vraiment des superstars très vocales. Donc c'est là où pour moi le gros problème de fond Clippers. Maintenant, Tyronn Lue, pour moi, il peut apporter dans cette équipe, il peut apporter un semblant de lion et créer un effectif motivé autour de lui. Bon, en tout cas, avant de te donner la parole, Benjamin, je vous ai mis les, le- le- les assistants potentiels de Ty Lue là, cette saison. Encore une fois, pas mal de gros mouvements du côté des coachs et des assistants coachs aussi. Il y en a un qui a signé, c'est Dan Craig qui était au Heat, qui était l'assistant d'Eric Spoelstra au Heat. On a d'autres arrivées qui devraient potentiellement se faire prochainement. On parle de Kenny Atkinson, qui était l'ancien coach des Nets, qui avait très bien réussi justement du côté des Nets à relancer la machine. On parle de Larry Drew aussi, qui fait partie des assistants très prisés dans la ligue en ce moment. Et puis, pour compléter cet effectif, on va dire, ce Big Three des assistants aussi, Chauncey Billups qui devrait potentiellement signer. Alors, pour l'instant, c'est que des choses un peu officieuses. Mais voilà, ça va peut-être aider Tyronn Lue à passer cette étape que Doc Rivers n'a pas réussi à faire et à proposer du jeu sexy un petit peu à ses fans, ou au moins tactiquement, tactico-tactique un petit peu du côté des Clippers. Benjamin, toi, pour toi, Tyronn Lue, c'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce que c'est un vrai bon coach? Est-ce que c'est juste un escroc qui s'est forgé une carrière sur le dos de LeBron? C'est peut-être un peu dur de dire ça, mais il y en a beaucoup qui le pensent, que Ty Lue n'est pas un grand et un bon coach. Toi, qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je pense que les gens sont quand même assez virulents avec lui, parce que enfin, là, on revient au profil de coach meneur d'hommes. C'est loin d'être le seul, et c'est un de ceux qu'on détruit le plus. Après, c'est pour certaines raisons, parce que il a été vraiment pistonné par LeBron au moment où Blatt a été viré, parce que il y a ce statut de coach champion en étant rookie contre les Warriors avec le record de victoire. Donc, beaucoup, je pense, s'attendaient un peu plus tard, après ce titre, à le voir passer à un stade au niveau tactique. Mais moi, je pense que c'est un peu entre les deux. C'est ni un bon coach, c'est ni un escroc. C'est, comme on dit, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est plus là pour faire le lien, comme je ne sais plus si c'était Théo ou Guillaume qui l'ont dit, pour faire le lien entre les superstars, les joueurs un peu plus secondaires. Mais c'est pour ça que j'aime bien les noms qui traînent au niveau des coachs assistants. Parce que, à l'instar un peu d'un Rivers à Philly, comme on a parlé quelques minutes plus tôt, ça ferait vraiment un meneur d'hommes qui peut prendre des décisions sur ses épaules et qui peut se faire massacrer par les supporters ou la presse pendant que les assistants travaillent correctement à côté sur le plan tactique. C'est un peu aussi ce qu'on demande à un coach de prendre une certaine pression que les autres ne peuvent pas prendre sur ses épaules, quoi. Donc moi, je pense que, alors je suis pas convaincu, j'aurais préféré un coach plus apte tactiquement, mais peut-être que pour des personnalités aussi spéciales que Kawhi et Paul George, et même Beverley,
ou même Lou Williams, bon, Harrell, en fait, un peu tous. Je pense que c'est pas une si mauvaise idée que ça, quoi. Après, il y a toujours Là, je pense, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont été assez dithyrambiques rapidement avec lui, parce qu'il y avait quand même LeBron, qui était à un moment de sa carrière où il était injouable. Donc, je pense que beaucoup de coachs se seraient quand même reposés sur lui. Et après, la saison où LeBron est parti, il a été viré très, très rapidement. Donc, moi, je pense que c'est pas une si mauvaise idée qui va être vraiment testée cette année-là, quoi. Pour conclure là sur ces Clippers, Guillaume, tu as pareil préparé tu t'es penché un peu là sur la flexibilité là, des Clips. Comment ça va se passer pour eux là prochainement? On m'a dit que je pensais que Tyronn Lue était un bon coach. Je ne suis pas à ce point-là, hein. J'ai fait rapidement ses louanges, mais c'est pas le cas. Donc pour les Clippers, ils sortent d'une saison régulière toutefois très bonne, vu qu'ils ont fini deuxième à l'Ouest. Ils sortent de playoffs beaucoup moins bons. Ils se sont fait menacer par Doncic, puis ensuite éliminés en menant 3-1 contre Denver. On a bien vu s'il n'y allait pas. Il n'y a pas de joueur pour contrôler le tempo. Kawhi, oui, il sait tenir le ballon en demi-terrain, il sait faire des passes décisives, mais il ne sait pas contrôler le tempo d'un match. Il n'y a pas beaucoup de mouvements en attaque parce que Kawhi ne bouge pas sans ballon. Paul George, de moins en moins, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu de défense sur les postes de meneur. On a vu ce que Doncic et Murray ont fait aux Clippers. Et il n'y a surtout pas de leadership dans cette équipe. On en a parlé, c'est ce que Tyronn Lue pourrait apporter depuis sa position de coaching meneur d'homme. D'un point de vue du cap, ils sont à 110 millions sans que Jamichael Green active sa player option ni la prolongation de Montrezl Harrell, qui est le gros free agent côté Clippers cet été. Donc les fins de contrat, c'est Harrell, Reggie Jackson et Marcus Morris, qui est aussi en fin de contrat, qui va sans doute pas être gardé vu qu'il n'a pas été bon depuis qu'il est arrivé aux Clippers. Et il y a Kawhi, Lou Williams et Paul George qui vont être en fin de contrat en 2021, possiblement, en fonction de comment la saison se passe l'an prochain. Donc ils vont avoir pas de cap cet été, ils vont seulement avoir leur mid-level exception pour prendre un joueur autour de 6 millions et demi l'année. Ils ont donc seulement un second tour de draft autour de la 50e position qui sert à rien. Donc les cibles d'amélioration d'un point de vue de l'effectif pour les Clippers sont assez minces. Ce serait soit avec un sign and trade de Montrezl Harrell, où une équipe serait intéressée pour lui et le récupérer en sign and trade pour que les Clippers peuvent le signer pour plus longtemps et pour plus cher possiblement. Ou alors, parce que les Clippers voudront sans doute pas perdre Harrell contre rien aussi, je pense. Donc ce serait un sign and trade d'Harrell avec peut-être Shamet dans le trade pour récupérer soit un meneur capable de gérer le tempo ou de défendre, ou les deux. Enfin, le rêve, ce serait d'avoir typiquement Kylori aux Clippers pour compléter tous les manques qu'il y a dans l'effectif. Et sinon, il faudrait aussi partir à la recherche d'un intérieur pour remplacer Harrell, un intérieur qui serait peut-être plus moderne, peut-être plus à même de défendre les Towns, les Jokic qu'on peut croiser à l'ouest, tout en étant capable aussi en attaque de ne pas traîner près du cercle et de laisser un peu plus de place à Kawhi, Lou Williams et Paul George. Bon, en tout cas, ça fait pas mal de jolis défis là, du côté des Clippers. Et c'est vrai qu'ils ont ça va être un peu limité pour eux. Ça va être des mouvements resserrés à voir comment gère tout ça le GM Michael Winger avec surtout Lawrence Frank qui a été élu dirigeant de l'année là, il n'y a pas longtemps. À voir s'il est capable de retrouver encore la bonne inspiration pour amener ces Clippers à devenir cette fameuse meilleure franchise de Los Angeles devant les Lakers en l'occurrence. Oui, non, c'est vrai. Je vous laisse juger là-dessus, messieurs. On va enchaîner tout de suite avec, il nous reste encore deux franchises à voir ce soir dans l'émission. C'est grave intéressant. On va parler des Pels et en fin d'émission, on parlera des Bulls. Mais on va tout de suite se pencher sur la franchise de Zion Williamson, les New Orleans Pels, pardon, dans cette quatrième partie de l'émission tout de suite. Et donc, on est du côté des
Pelicans avec la franchise de Zion Williamson qui ont nommé un nouveau coach. Parlons-en. Enfin, il dit nouveau, c'est vrai que j'aime bien ce mot, mais il n'est pas si nouveau que ça, monsieur Stan Van Gundy. C'est un peu un vieux dinosaure de la Ligue. Il est là depuis 1995, le monsieur, le de Jeff. 61 ans, assistant à Miami d'abord, puis coach là-bas à Miami. Il a entraîné le Magic d'Orlando, puis Détroit. Il a fait une finale avec Orlando en 2009. C'est un peu c'est ce qu'il met en gras sur sa carte de visite, monsieur Van Gundy. Il était sans club là depuis 2018 et puis du coup il arrive du côté des Pelicans. Les gars, Théo, toi, on va commencer par toi. Stan, ça te fait quoi de le voir arriver là du côté des Pels qu'est-ce que ça te fait, tout simplement? Alors, plutôt, après, les Pels, je trouve qu'ils ont un effectif tellement hypant que c'est facile d'être hypé par un mouvement aux Pels. Mais en même temps, je pense que l'avantage de Van Gundy, c'est qu'il peut amener un côté défensif à cette équipe. Il est réputé notamment pour être très bon tactiquement, défensivement. Donc c'est peut-être un peu ce qui a manqué aux Pelicans l'année dernière, et notamment dans certains matchs, pour pouvoir espérer plus que la 13e place à l'Ouest qu'ils ont eu malgré leur présence dans la bulle. Ils ont fait une très mauvaise bulle aussi, ce qui n'a pas aidé. Mais pour moi, ça va être intéressant. Après, l'avantage aussi, c'est qu'il va récupérer un Zion qui est censé être en bonne santé et pouvoir jouer plus longtemps que les 20 matchs qu'il a joué la saison dernière, et pouvoir être beaucoup plus utilisé, notamment dans l'attaque des Pelicans, qui s'est beaucoup reposé sur Brandon Ingram l'année dernière. Et, euh, et du coup, moi, je pense que ça peut être très intéressant de voir ce qu'il va apporter à cette équipe, parce que je pense qu'il manque quelques petites touches pour faire de cette équipe une équipe playoffable. Maintenant, à voir si lui, il est capable d'apporter ces petites touches. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas vu sur un banc NBA. À voir ce qu'il est devenu, parce qu'il a un effectif complètement différent de celui qu'il avait à Orlando, notamment pour sa finale NBA. L'effectif est construit totalement différemment, où il avait vraiment des énormes stars défensives, notamment Dwight à l'époque, qui était pratiquement injouable. Et du coup, c'est à voir comment lui va s'organiser, parce que son pivot, c'est plus Dwight Howard, mais c'est Derek Favors. Donc à voir. Et puis la NBA a changé depuis cette époque-là, depuis que lui, il a fait une finale NBA. Donc à voir comment il va s'adapter à la NBA actuelle. Pour moi, je vois. Justement, Guillaume, toi, ouais, pardon. Guillaume, toi, tu le vois s'adapter comment, toi, le Steph Van Gundy, avec l'effectif qu'il a, on parle de Zion Williamson, un phénomène en numéro 1 de la draft. On parle de Lonzo Ball qui était numéro 2 quelques années avant. Il y a Brandon Ingram qui a été élu MIP. Enfin, on a du beau potentiel quand même. On a un effectif assez plaisant. Il y a eu pas mal de. Après le départ d'Anthony Davis, il y a de quoi faire du côté des Pels. Toi, tu le vois comment, enfin, comment tu penses qu'il va s'adapter à cet effectif-là? Théo a dit que ça faisait du coup 11 ans qu'il avait été en finale avec le Magic et que peut-être qu'il était un petit peu dépassé par ça. Moi, je pense pas du tout, parce que déjà à l'époque, il jouait sans doute le jeu le plus moderne en NBA avec seulement un intérieur et 4 shooters autour quand il jouait avec Dwight Howard. Il a essayé de reproduire ça quand il était aux Pistons en mettant Drummond avec Tobias Harris en 4 à côté. C'est lui le premier à avoir mis Tobias Harris aussi poste 4, puisqu'avant il était poste 3. Donc je pense qu'il a quand même une bonne vision du basket et qu'il sait ce que c'est le basket moderne. Ça lui fera pas peur de mettre 4 shooters autour de Zion. Ça lui fera pas peur de mettre Zion pivot par phase s'il sent que Zion en est capable. Et donc je pense vraiment que entre ce qu'il a réussi à faire avec Drummond en le faisant devenir un passeur avant que Blake Griffin arrive et en l'impliquant dans l'attaque sans qu'il soit un poids mort, alors qu'on parle d'André Drummond quand même, qui était un poids mort toute sa carrière en attaque. Ce qu'il a fait avec Dwight Howard aussi, en réussissant à amener une équipe menée par Dwight en finale. Alors certes, défensivement, ça bouge beaucoup de trous d'avoir Dwight Howard. Offensivement, il fallait quand même réussir à amener Jamir Nelson et Edo Turkoglu en finale. Et je pense qu'il a montré de belles choses tactiquement, et je pense que c'est intéressant ce qu'il a pu montrer autour d'intérieurs forts qui n'avaient pas nécessairement de shoot, peut être intéressant à mettre en parallèle avec la présence de Zion dans son effectif. Et je pense vraiment qu'il y a peut-être des clés à voir là-dedans. Moi, je suis très optimiste par rapport à sa nomination. Mais là où juste je suis pas d'accord avec toi, c'est que Zion, pour moi, en tout cas, c'est pas un vrai intérieur comme on l'entend, dans le sens où oui, il va passer beaucoup de temps dans la raquette, ça on est d'accord, mais
c'est pas un intérieur comme ont pu l'être Dwight Howard, comme ont pu l'être André Drummond et la plupart des gros intérieurs qu'il a coachés dans sa carrière. Zion, à son arrivée dans la ligue, il y a certaines personnes qui pensaient qu'il allait jouer 3. On a vu que c'était impossible avec son physique, qu'il ne jouerait jamais 3 de toute sa carrière. Ça, on a très vite compris. Après, oui, ça peut être intéressant de voir Zion par phase. Maintenant, comme tu l'as dit, on a emmené Dwight avec 4 shooters. Maintenant, sur le 5 majeur des Pelicans, tu as Drew Holiday, Brandon Ingram qui sont capables de rentrer leur shoot. Maintenant, Lonzo Ball et Derek Favors, on a vu que c'était quand même plus compliqué derrière la ligne. C'est pas les shooters c'est pas les shooters les plus réputés de la ligue. Donc maintenant, à voir comment il construit ça. Après, il a JJ Redick dans son effectif. Il a des joueurs capables. Maintenant, je pense que quand même, il a un effectif qui n'est pas forcément construit de la même manière que ce qu'il a pu connaître dans le passé. Benjamin, toi, pour toi là, comment ça va se passer pour Stan Van Gundy, pour tous ces joueurs? On parle, voilà, on a parlé de Zion beaucoup, de cet effectif qui va avoir retour. On parlait de shooters, ce qui n'est pas forcément Lonzo Ball, voire pas du tout. Brandon Ingram, Drew Holiday, comment ça va? Quel avenir un peu pour eux, pour ces joueurs-là avec Stan? Alors pour moi, le gros point positif, si on prend l'effectif tel quel actuellement, donc si on part du principe que Lonzo et Drew restent et que Ingram est signé, le point positif, c'est que Zion, lui, ce qu'il a besoin, c'est d'être assez proche du cercle quand même et d'avoir un minimum d'espace. S'il a un tout petit peu d'espace, il enfoncera la personne avec qui il est en contre un ou il se faufilera et il dunkera. Donc je pense que l'avantage, c'est d'avoir Lonzo et Drew en ball handler. Le fait d'en avoir deux, ça multiplie les possibilités pour les Pels et je pense qu'ils vont pouvoir régaler Zion vraiment, vraiment dès sa première saison pleine. Donc pour moi, c'est le point positif. Je pense que, enfin, il y a des rumeurs de transfert autour des deux, surtout de Drew. Je pense pas que ça soit une bonne option parce que les deux, moi je les trouvais en tout cas assez complémentaires. Surtout que Drew, lui, il a l'avantage de pouvoir, enfin, d'avoir, comme Théo l'a dit, un shoot extérieur, ce qui est non négligeable quand même en NBA. Et donc, il est pas mauvais sans ballon. Il a quelques possibilités. Et le fait en plus d'avoir Ingram, enfin, parce que moi, je pense, enfin, comme beaucoup, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent comme quoi il sera re-signé coûte que coûte. Donc, euh, donc je pense que l'effectif, sur le papier, il est plutôt pas mal, sachant que par contre, il faut préciser que Favors, je crois qu'il est en fin de contrat. Je Fin sais de plus s'il est en fin de contrat. contrat Et ou en il mission. restera pas. Il Ouais, restera. C'est ouais, fortement voilà, possible c'est qu'il ne ça. reste pas. Donc, faut voir qui remplacera sur le poste de pivot. Peut-être qu'ils vont mettre Hayes Titu, parce que quand même, Il est après, trop soit frais, ça, ou je pense. Il est tu trop penses qu'ils jeune, trop vont, frais. ils vont signer quelqu'un d'autre? Oui, je pense qu'ils signeront. Oui, signer ou obtenir via un trade, mais ils vont se débrouiller Ouais, ouais. pour obtenir quelqu'un d'autre. Il est trop jeune, il est trop frais. C'était quoi Il a joué justement, 12 Guillaume, minutes sur par match l'an la dernier. flexibilité un peu qu'est-ce Comment? qu'on peut Il a joué attendre 12 là, du minutes côté par match des l'an Pels là, dernier, pour je la, crois. euh, Yes. Donc pour les Pels, on Alors, sort au niveau d'une de la... saison. De quoi? Non, non, Ouais. vas-y, c'était juste pour... Vas-y, vas-y. Pour les Pels, on sort d'une saison très difficile, surtout dans la bulle où on les a vus gagner 2 matchs sur les 8. Et on les a vus surtout être horribles en attaque. Lonzo Ball a shooté à 17% à 3 points sur la bulle alors qu'il était à 38% sur la saison. C'était un shooter pendant la saison, faites attention. Et 38%, c'est plus qu'honnête. Ah, les pourcentages sont Après, honnêtes. ça reste des Maintenant, stats. Et 38%, pas c'était bien, pas oui. Après, on exceptionnel. va voir. Il faut qu'il confirme cette saison. Si cette saison il est mauvais, c'était une éclipse la saison dernière. Si cette saison il est bon, c'est qu'il était vraiment devenu un bon shooter. Bref. Et donc, ça a été difficile la fin de saison des Pélicans. On a vu que l'équipe manquait de beaucoup de choses, surtout de concentration, de défense. Quand l'équipe se prend un run, on n'a pas l'impression qu'elle a les ressources mentales pour stopper le run, se dire on met 3 paniers sur les 3 attaques d'après, on fait 3 stops. Elle n'a pas les ressources du tout pour faire ça, cette équipe, que ce soit en défense ou que ce soit mentalement. D'un point de vue de la situation salariale, ils ont 83 millions garantis l'an prochain, sans compter la prolongation d'Ingram qui va être autour de 27 millions 5 sur la première saison s'il signe le max pour les sorties de contrat rookie. Donc il devrait être à 110 millions avec le contrat d'Ingram, donc de ne pas avoir, quasiment pas avoir de cap. Ils auront la mid-level exception
à 8 millions parce ils seront en dessous du cap quand même de quelques millions. Donc ils pourront envoyer 8-9 millions sur soit un pivot qui s'est shooté, même s'il y en a peu en NBA comme profil, quelque chose qui pourrait être au maximum complémentaire de Zion, même si Favors sur la saison régulière n'était pas horrible à côté de Zion. Donc Favors, lui, est en fin de contrat, tout comme Okafor est Étoine Mort, qui ne devrait pas être signé Étoine Mort, ni Okafor, ni Darius Miller d'ailleurs. Favors, il y a une interrogation vu que ça marchait pas trop mal. C'est aussi la dernière année de Jrue Holiday l'an prochain. Il a une option en 2021 qui va sans doute lever, vu qu'en 2021, beaucoup d'équipes auront de l'argent pour donner des beaux contrats. Donc les principales pistes, donc re-signer Ingram, ça c'est un choix logique, et ensuite réfléchir au poste de pivot et qui mettre à côté de Zion. Ils ont aussi le pick de draft numéro 13. Alors, c'est possible qu'il soit trade ce pick. Moi, je pense vraiment qu'ils vont possiblement le trade parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de jeunes dans cet effectif. Et je suis pas sûr qu'ajouter un nouveau jeune soit ce dont ils ont besoin pour se mettre à gagner. Et ils pourraient faire marcher un trade autour du contrat finissant de Redick plus le pick 13 pour essayer d'obtenir un joueur qui les intéresse, un profil qui les intéresse. Sinon, signer Ibaka pourrait être une très bonne piste d'un point de vue du fit à côté de Zion, je pense. Moi, ce serait le fit. Si je devais choisir un pivot et que j'étais David Griffin, le GM des Pélicans, je prendrais Ibaka si je ne devais pas faire attention à l'argent ou au contrat. Maintenant, il faudra faire attention à ça, mais un sign trade Redick plus un salaire, plus un pic contre Ibaka, parce que les Raptors allaient le perdre contre rien à la free agency, ça pourrait être une piste intéressante à suivre pour les Pélicans. Un joueur comme Horford, est-ce que ça semble jouable Ça court pas, Orford. Ça court Ah, carrément pas. Ouais, Carrément pas, mais au-delà de alors la que les Pélicans, ça paraît un va peu courir cher. très vite, justement. En fait, Et ça paraît, au-delà Orford, ça paraît quand même très cher parce qu'il est à 27-28 millions l'année. Et avec la ce serait Ouais, contre c'est l'idée. ça. avec la resignature d'Ingram, etc., ça risque d'être très compliqué de faire le montage financier parce que c'est quand même un très très gros salaire et qu'ils n'ont pas non plus tant de salaire à envoyer que ça, à part peut-être JJ Redick. Non, c'est Holiday, ce serait Holiday. Si c'est Orford, ce Ça s'en sera regarde. quasiment sûr que c'est Holiday. Ouais, mais Si c'est Orford, ce sera contre Holiday. un minimum, quoi. Mais le problème, c'est que pour que les Sixers réussissent à récupérer Holiday contre Al Horford, il va falloir que les Sixers envoient de belles choses dedans avec. Hein. Alors, c'est Parce cher. que ce serait Alors, très c'est très très beau pour les en jeune. Sixers. Il va falloir envoyer Ah, voilà. Il a prouvé. des gens. Ouais, carrément, il a Trajan Langdon a pas mal et David Griffin surtout, ils sont connus quand même pour leur négociation. Peut-être ça va être intéressant à suivre côté des Pels. Tous les fans des Pels, là, je pense qu'ils vont être assez excités là sur la nouvelle saison. On va terminer quand même, enchaîner cette dernière partie d'émission. On a beaucoup parlé de les autres franchises. Il faut faire un petit peu de place pour la dernière de ce soir. C'est vrai qu'on a parlé de 5 franchises, ça fait beaucoup, mais ça méritait, en tout cas sur cette émission de reprise, on vous propose un format un peu élargi pour le coup. On va parler des Chicago Bulls pour terminer dans cette dernière partie d'émission tout de suite. Et pour terminer du coup cette émission, on va parler des Chicago Bulls. Donc, on va parler de leur nouveau coach, Billy Donovan, qui est arrivé récemment. Jim Boylen est parti. Un grand plaisir à beaucoup de fans des Bulls de voir Jim Boylen partir. Ce qui a fait encore plus plaisir le départ des deux têtes pensantes un peu des Bulls, que ce soit Gar Forman ou John Paxson, qui sont partis aussi, qui ont été remplacés par, alors je ne vais pas écorcher son nom, Arturas Karnisovas, en tant que vice-président des opérations basket. On a un nouveau GM aussi, en la personne de Mark Eversley, pardon. Qui était aux Sixers avant, justement. Ça fait pas mal de changements du côté des Bulls, positifs ou pas. Billy Donovan, messieurs, Théo, toi, on a beaucoup parlé là de Billy Donovan qui arrive du coup du Thunder, qui a réussi plus ou moins, qui a eu du mal, qui avait un effectif assez intéressant. Il a eu sous ses ordres Kevin Durant, il a eu sous ses ordres Russell Westbrook.
deux superstars, mine de rien, et pourtant il n'a jamais passé cette étape, enfin il n'a jamais conclu toutes les espérances du fan du Thunder. Là, est-ce qu'il va réussir du côté des Bulls à relancer la machine? On n'est pas là pour un titre, je ne pense pas, du côté de Billy Donovan, mais on est là pour relancer une machine avec des jeunes, etc. Comment toi tu le vois, Billy Donovan, Théo? Moi, je trouve que c'est plutôt un bon choix de la part du front office des Bulls. C'est un choix réfléchi parce que c'est quand même un coach qui a prouvé par sa capacité à notamment développer des jeunes joueurs et notamment avec des effectifs qui sont plutôt vus comme outsiders, voire non playoffables, à pouvoir en faire quelque chose de plutôt intéressant, comme il l'a prouvé notamment la dernière saison, là, avec le Thunder. Moi, l'avantage peut-être que, enfin, le gros point noir qu'il y a sur Donovan, c'est qu'en vrai, on ne sait pas exactement ce qu'il vaut parce qu'il a jamais eu de stabilité. Pour moi, il y a une grosse déception dans la carrière de Donovan, ce serait peut-être l'année 2018, juste après le départ de Melo, où là, il a enfin sa stabilité avec deux superstars pour une deuxième année d'affilée, avec Westbrook et Paul George, et il se fait sortir au premier tour. Ça, c'est une grosse déception. Maintenant, le reste, je trouve que c'est plutôt des bonnes saisons. Pour ses tout premiers playoffs, il emmène quand même le Thunder en finale de conférence. Ils mènent 3-1 contre une équipe qui sort d'une saison en 73-9. Ils perdent derrière. On peut remettre la faute sur Donovan, on peut la remettre sur Durant, sur Westbrook. Les torts sont partagés dans ce Freeman lead que le Thunder a blow, mais pour moi, il y a une vraie idée derrière le management des Bulls, et je pense que il peut leur apporter que du bien par rapport à Jim Boylan, qui était là pour faire le plot. Ouais, juste, Carrément. Ouais, juste Benjamin. pour Un coach rebondir de sur ce lycée, que hein, Théo a dit, je trouve que ouais, en plus des jeunes qu'il a très bien, enfin, oui, il développe très bien les jeunes, mais c'est surtout il y a pas mal de jeunes qui étaient carrément des no-name que personne ne connaissait, qu'il a vraiment bien utilisé. Donc par exemple les Dort, les Baisley, excusez-moi pour la prononciation, Ferguson, Diallo, tous ces gars-là ont réussi à quand même trouver un rôle assez intéressant, même si c'est sur des petites séquences, même si c'est pour juste défendre sur quelqu'un ou se mettre dans un corner et attendre. Il a quand même réussi à pas mal englober de joueurs qui n'étaient pas. Parce qu'il y a développé des jeunes joueurs qui sont prédestinés à être des stars et il y a développé des joueurs qui sont moins prédestinés à faire une longue carrière. Donc je trouve que c'est sur ce point-là qu'il est vraiment possible de voir quelque chose à Chicago parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont un peu dans j'ai pas envie de dire dans l'attente, mais on ne sait pas trop Enfin, ils ont fait quelques bons mois, ensuite ils ont régressé quelques temps, ensuite ils ont été blessés. C'est assez flou. Donc, moi, je suis d'accord, ça peut être un bon choix. Et après, comme l'a dit Théo, le fait qu'il ait eu pas mal de superstars sous ses ordres, là, ça va être la première fois où il a un effectif à peu près comment dire, homogène au niveau des joueurs, quoi. Parce que même s'il y a Levine, c'est pas Chris Paul ou c'est pas Russell Westbrook, quoi. Donc je pense que ça peut être intéressant. Guillaume, toi, cette arrivée-là de Billy Donovan on l'a vu aujourd'hui, c'est tombé aujourd'hui. Il y a deux arrivées là sur le banc avec lui. Il y a Maurice Chick qui était assistant avec lui du côté d'OKC. Il y a Josh pardon, Longstaff, le long staff qui arrive des Bucks aussi, du coup, qui va renforcer le banc et le coaching staff du côté des Bulls. Billy Donovan, pour toi, Guillaume, pardon, il va avoir la Vine là sous ses ordres, un effectif assez jeune. Est-ce que ça peut le faire pour toi? Ça sera pas pire que ce qui s'est passé l'an dernier avec ce clown de Jim Boylan. Dans tous les cas, Jim Boylan a montré absolument toutes les limites qu'un coach pouvait montrer. Donc, enfin, tout ce qui en est ressorti était négatif de la part des joueurs, des insiders, ou tout ce qui était autour. Donc, il fera pas pire. Par exemple, un joueur comme Mark Allen a besoin d'un bon entraîneur. L'an dernier, c'était un joueur qui n'avait pas de ballon, qui était utilisé à l'envers par Jim Boylan, qui était utilisé comme un joueur qui était là pour prendre des rebonds et pour être près du cercle, alors que c'est un très bon shooter, voire même capable de créer un petit peu balle en main. Donc, je pense que Donovan va pouvoir faire de bonnes choses. J'espère qu'il va pouvoir faire de bonnes choses avec Mark Allen pour le relancer parce qu'il en a bien besoin. Alors qu'il avait montré de très belles choses sous Heiberg l'année d'avant. C'est pas un compliment vers Fred Heiberg, hein. Zach LaVine va aussi pouvoir continuer de montrer ce qu'il a montré sur le plan individuel, mais cette fois-ci inscrit dans un collectif pour gagner peut-être un peu plus de matchs.
même si l'an dernier, déjà, sans Lavine, ça ne gagnait pas 10 matchs, les Bulls. Et ensuite, il a des profils intéressants, Donovan, parce qu'il a Dunn, Kobe White, qui sont des profils au même poste, qui sont des profils opposés. Kobe White, extrêmement bon offensivement, capable un peu de toucher à tout en attaque, et Chris Dunn, extrêmement bon défensivement, très limité en attaque. Et c'est intéressant, il a beaucoup de profils différents. Il a Otto Porter, qui est une grande inconnue chez les Bulls, parce que il a raté plus de matchs qu'il en a joué depuis qu'il y est. Il est en fin de contrat, je pense qu'il aura à cœur de faire une bonne saison, Otto Porter aussi. Il a Wendell Carter Jr. en pivot, qui est aussi un profil qui n'a jamais eu Donovan au Thunder, mais qu'il a toujours eu des pivots très près du cercle. Wendell Carter est capable d'un pivot assez intelligent. On l'a beaucoup comparé à Al Horford avant sa draft. C'est un pivot plus intelligent qu'un Steven Adams qui reste très près du cercle, qui est là pour poser des écrans. Il va pouvoir être un peu plus inventif dans ce qu'il fait en attaque que Westbrook pick and roll et faire à cheval. Donc c'est là où on va pouvoir juger si c'est un bon coach tactique ou non. Mais c'est aussi là où on va pouvoir voir si soit on sait que ce n'est pas un bon coach, mais il est capable de réussir parce qu'il a tout ce qu'il faut en main pour jouer du basket de qualité, je ne sais pas, mais du basket au moins dans la moyenne NBA, oui, je pense. Et ça va à suivre du côté de Donovan. On sait qu'on parle beaucoup de ses qualités pour développer les jeunes l'année dernière avec Shady Juice, voilà, qui s'est révélé là du côté du Thunder. Pour terminer, Théo, qu'est-ce qu'on peut attendre là du côté des Bulls en termes de cap space, de tour de draft, un petit peu comment ça va se passer pour eux? On sait qu'ils ont beaucoup de jeunes. Est-ce qu'ils vont miser là-dessus? Alors, Comment ça va se passer? en fait, la première chose qu'il faut savoir sur les Bulls, c'est que déjà, je pense qu'ils ont à cœur d'avoir un effectif complet sur une saison. Parce que rien que l'année dernière, il y a Wendell Carter qui rate plus de 20 matchs, Otto Porter plus de 50 matchs, Markkanen 15 matchs, c'est quand même énorme. En termes de cap, il n'y a aucune disponibilité. Pour l'instant, ils sont qu'à 3 millions en dessous du cap. Ils ont déjà 11 joueurs sous contrat, sans compter sur les 11 joueurs, il n'y a pas encore les 28 millions d'autoporteurs qui sont comptés parce qu'il est en option. Il la prendra très, très probablement. Je pense qu'il ne va pas s'asseoir sur 28 millions, surtout dans cette période-là, et surtout après une saison où il n'a pas joué. Donc voilà, ils n'ont aucune flexibilité financière. Ils ont deux restricted free agents. Donc ils ont Chris Dunn et Denzel Valentine. Donc à voir ce qu'ils vont en faire parce qu'ils ont déjà pour l'instant deux possibilités à la main. Ils ont Thomas Satoransky et Kobe White. À voir si Chris Dunn reste dans ce projet-là ou pas. Et ils ont un gros pic. Ils ont le pic numéro 4 aujourd'hui de la draft. Dans une draft qui est annoncée assez inégale où les GM vont devoir faire des bons choix parce qu'on ne sait pas exactement, il n'y a pas de joueur qui se détache de cette draft comme un talent générationnel. Ça partirait plutôt sur un meneur, Killian Hayes, Lamelo Ball s'il tombe jusqu'en 4, même si j'y crois pas beaucoup. C'est probablement vers ce poste-là qu'ils se tourneront, installer un vrai C'est très gestionnaire, haut pour Kylian Hayes. notamment Kylian Hayes, pour moi, qui apparaît comme le choix C'est logique très haut du pour coup, Kylian Hayes. avoir un bon gestionnaire, balle en main, et derrière Kobe White qui dynamite le banc. Je pense que ça peut faire un bon duo sur le poste 1. Après, il y a la possibilité aussi ça a beaucoup parlé d'un trade down et d'aller chercher des meneurs plus de seconde zone comme Tyrese Haliburton ou Tyrese Maxey. Donc à voir ce qu'ils font avec ce pick 4, s'ils le trade ou pas, parce que le gros problème qu'il y a avec les Bulls, enfin un problème pour nous en tout cas les observateurs de la NBA, c'est que Arturas Karnizovas, qui est le nouveau GM, enfin le nouveau vice-président des opérations basket, il est très discret dans les médias, il n'y a aucune rumeur qui ressort, il veut vraiment ne pas donner d'indication à qui que ce soit. Donc c'est compliqué. Maintenant, en termes de salaire, ils ont aussi deux disponibilités. Ils ont la mid-level exception autour de 9 millions et ils ont la biannual exception qui est autour de 3,5 millions. Donc ils pourront peut-être signer deux joueurs parce qu'aujourd'hui, les besoins des Bulls sont poste 1 et poste 3 principalement et besoin d'un peu de possibilités sur le banc, dans la raquette notamment. Mais à voir. Les postes 1 et le poste 3 sont vraiment les gros chantiers des Bulls et ils n'ont aucun cap. Donc à voir comment ils s'organisent. Oui, tu fais bien de le dire, le fait que ils sont de plus en plus discrets maintenant, les Bulls, sur tout ce qui se passe en interne. Ça a fermé un petit peu là, avec le départ des deux hommes forts là, des Bulls. Alors ça, Guillaume, toi, tu sais que ça semblait haut pour toi, Ouais. Kylian Hayes. Tu le vois pas arriver, Ah, je pense pas. Moi, je pense que les pas Bulls arriver du côté des Bulls, pourquoi pas?
potentiellement prendre plutôt un joueur confirmé via un trade down ou via un trade tout court plutôt que de drafter encore. Le groupe est jeune, mais ça dépend ce qui tombe. Si la Melo Ball tombe, par exemple, le drafté serait pas un miracle, mais ce serait une très bonne idée, je pense. Je pense aussi que si Wiseman, par miracle, passe les Hornets et tombe, ce serait aussi une très bonne idée. Okongu pourrait être très bien aussi pour les Bulls à l'intérieur. Après, il faudrait voir ce qu'on fait de Wendell Carter, comment ça s'articule, mais ça pourrait être intéressant. Moi, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de drafter des intérieurs, surtout sur les 2 derniers drafts. Ils draftent Mark Cannon, Wendell Carter. Drafter un intérieur, ça voudrait dire devoir lui donner du temps de jeu. Et ce serait compliqué, je pense, de faire fonctionner tout ça. Mais C'est 3 intérieurs qui sont capables de jouer 4 et 5, quasiment. Enfin, Wendell Carter, peut-être un petit peu moins. Okongu, il n'a pas le shoot pour s'écarter en attaque, mais il est capable de défendre des postes 4. Je pense que on pourrait voir une certaine complémentarité entre les 3 avec juste ces 3-là à l'intérieur pour tourner. Surtout qu'il y a beaucoup de blessures chez les Bulls, donc c'est pas grave si un poste et si un jeune double un poste, c'est moins grave que dans d'autres franchises. Et pour revenir à ce que tu disais rapidement, ils n'ont pas de cap si Otto Porter prend son option, 24,5 millions si Otto Porter ne la prend pas. Donc bon, il la prendra. Et par contre, ça peut être un bon truc à trade parce que ça permet de récupérer un contrat dégueulasse comme le contrat d'Orford. Voilà, on en a parlé toute la soirée, donc on va en parler encore. C'est pas le seul contrat finissant d'ailleurs qui sera peut-être tradé parce que Thomas Satoransky lui aussi va pas tarder à arriver en fin de contrat. Donc à voir après comment il s'organise. Donc, mais oui, c'est vrai qu'il y a cette possibilité-là. En fait, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai qu'Otto Porter, je pense qu'il va la prendre son option et je ne comprendrais pas dans quel monde il ne la prendrait pas. Parce que 28 millions, alors qu'il n'a pas joué, il a raté 50 matchs sur 65 la saison dernière. Il la prend. Je ne vois pas comment il ne la prend pas en fait. C'est pour ça que c'est possible qu'il fasse trade. Oui, il peut se faire trade par contre, parce que c'est un profil qui peut intéresser beaucoup d'équipes qui cherchent à gagner. Tout à fait. Eh bien, messieurs, sur ces belles paroles et sur cette franchise des Bulls, on va terminer cette première émission. J'ai pas le temps sous les yeux, mais je pense qu'on a une bonne heure quand même de émission. Vous qui nous écoutez, ça vous convient cette première émission de la saison 3 de Time Out. J'aimerais à vouloir découvrir un peu les nouveaux profils des chroniqueurs de l'émission. Mais les gars, merci beaucoup. Je vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine, vous 3 directement. On se retrouve pour une prochaine. Vous allez laisser la place aux autres. À d'autres chroniqueurs, on va parler de 4 autres franchises. Je vois que vous montrez vos superbes maillots. On a du Kobe, on a du Sixers, on a des fans des Knicks aussi, messieurs. Merci beaucoup. Je vais aller chercher ma vingtaine de maillots. Les réseaux, n'hésite pas à étaler tout ça avec grand plaisir, Guillaume. Les gars, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, vous qui nous écoutez, que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram aussi, sur la chaîne YouTube. Voilà, la draft arrive prochainement. On vous réserve quelques surprises. Et puis voilà, les gars, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour certains. Merci beaucoup. Et puis, kiffez bien sur les réseaux. On se retrouve très prochainement. Ciao. Also an open up